plus on allait loin, plus on voulait aller loin. On n'avait jamais assez de temps pour voir tout ce qu'on voulait voir. Donc, on s'est dit, si on le fait pas maintenant, en fait, on le fera jamais. Et on avait vraiment envie, d'aller dans des pays comme l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan, la Mongolie, le Tibet, des pays où je me disais plus tard, ça sera difficile de l'organiser dans une vie de famille, une vie professionnelle. Et j'ai toujours un peu été curieuse de ce que j'appelle un peu les bouts du monde. C'est les pays lointains où on n'y va pas facilement, avec une culture vraiment très différente, où on se sent complètement différent de tout notre environnement. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, qui m'a toujours beaucoup intéressée. Quand je repense à mes premières semaines, c'était un vrai défi à tous les niveaux. J'étais vraiment 100% en dehors de ma zone de confort. Et je pense que c'est pour ça que des fois, je me dis, je pourrais aller, maintenant, on peut m'envoyer dans n'importe quel pays ou n'importe quel environnement. Et pourquoi pas? Parce que même dans les situations les plus difficiles, on trouve des challenges à résoudre, et c'est ça qui est excitant aussi, c'est de se dire, comment est-ce qu'on peut sortir de là, par où on commence, quelle stratégie mettre en place, quelles équipes, etc. Donc c'est aussi super intéressant en fait. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Bonjour Isabelle, bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Salut, merci beaucoup de m'accueillir. Pour commencer cet épisode, je te propose de te présenter, de m'expliquer ton parcours, tes origines et ta fonction actuelle. Ok, l'histoire de ma vie en moins de 2 minutes, quoi. Exactement, voilà. Donc, je suis née en région parisienne de parents portugais. Et du coup, on est reparti au Portugal et j'ai passé quelques années de ma petite enfance au Portugal, dans le nord, vers Braga. Et ensuite, vers 5-6 ans, on est revenu en France. J'ai grandi en France, mais toujours avec une envie de repartir, de découvrir, d'aller à l'étranger. C'est toujours ce qui m'a guidée, tu verras, ce qui a guidé l'ensemble de mon parcours. Donc, dès que j'ai pu, j'ai fait un échange universitaire à 19 ans dans le sud de l'Espagne, à Malaga. Ensuite, j'ai fait un master international à Madrid. Et ensuite, je suis partie en Irlande pour mon premier job qui était au sein des missions économiques des ambassades de France. Et après ça, j'ai décidé de changer de vie. J'ai voyagé pendant 1 an. Et ensuite, j'ai commencé ma carrière chez Clarins à Paris. Et j'ai occupé divers postes, toujours avec une dimension internationale forte, mais basée à Paris. Et maintenant, depuis 3 ans, je suis CEO de Clarins en Afrique du Sud. Tu l'as expliqué, ton parcours, c'est dès le début, dès ta jeunesse, tourné vers l'international. Quelle est l'histoire de ton expatriation? Pourquoi? Parce que tu pouvais te concentrer uniquement sur la France, le Portugal et l'Espagne, par exemple. Qu'est-ce qui t'a attiré vers l'Irlande, puis après ce tour du monde, et pour ensuite, aujourd'hui, te baser en Afrique du Sud? En fait, c'est difficile à expliquer, mais j'ai toujours vraiment eu une envie de découvrir le monde, de voyager. Je me souviens vraiment quand j'étais enfant et même après quand j'étais adolescente, je me revois dans ma chambre et je rêvais de pays lointains, de comment je pourrais y aller. Enfin, ça a vraiment toujours ça me donnait envie. Et d'ailleurs, quand j'étais étudiante, tous les étés, j'étais hôtesse de l'air étudiante. C'était mon job d'été. Et D'accord. là aussi, c'est Pour Air France. pas par hasard. J'ai vraiment essayé de trouver un job qui allait me permettre à la fois de m'aider à financer mes études, mais aussi de pouvoir assouvir un peu mes rêves de voyage et de découverte de l'étranger. Et donc, j'ai voulu apprendre des langues. Je parlais déjà portugais, donc je suis partie en Espagne pour apprendre l'espagnol, ensuite en Irlande pour apprendre l'anglais. Et après, j'ai décidé de faire mon voyage qui était un rêve d'enfant de voyager. Et ensuite, je suis rentrée à Paris, mais quelque part en moi, j'avais toujours l'idée de un jour repartir. Après, c'est pas toujours facile puisque quand les années passent, la famille, après ça devient vraiment un projet, plus un projet familial. Donc ça a pris un peu plus de temps, mais finalement on a trouvé on a saisi l'opportunité pour partir en famille. Tu évoques justement un voyage. Quel voyage, j'ai envie de dire, quand tu pars de l'Irlande avant de continuer ta carrière chez Clarins à Paris, tu pars en tour du monde de
en 2008-2009 où tu vas parcourir 24 pays en Asie centrale, Asie du Sud, le sud de l'Afrique et l'Amérique du Sud. Comment est-ce que tu as construit ce projet? Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de partir 1 an, de mettre en parenthèse en pause, on va dire, ta carrière pour justement partir à la découverte du monde? Comment est-ce que tu as structuré ta démarche et ton voyage? En fait, je pense que j'en avais toujours eu, envie au fond de moi, et peut-être le fait aussi d'avoir fait mes voyages avec, Air France quand j'étais hôtesse, d'avoir découvert des pays, mais sur une très courte durée, ça me donnait toujours envie d'en voir plus, de partir plus loin, et j'ai toujours un peu été curieuse de ce que j'appelle un peu les bouts du monde. C'est les pays lointains où on n'y va pas facilement, avec une culture vraiment très différente, où, voilà, on se sent, complètement, différent de tout notre environnement. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, qui m'a toujours beaucoup intéressée. Donc j'avais l'idée de ce voyage en moi depuis longtemps. C'est pas toujours facile de trouver le bon timing, mais il y a pas de timing idéal en même temps. Faut un peu, heu, être proactif quoi, enfin accélérer un peu, le destin pour faire en sorte que ça arrive. Et je me posais en parallèle des questions sur ma carrière. J'avais commencé ma carrière donc au sein des missions économiques des ambassades de France. Je me posais des questions à la fois d'un point de vue personnel parce que j'étais déjà avec mon conjoint qui lui est pilote de ligne chez Air France, donc ça allait être compliqué de combiner les 2 carrières. J'aurais pas pu changer de pays tous les 3-4 ans et continuer ma relation avec lui, créer une famille et cetera. Et donc je me suis dit: «Peut-être que c'est le moment de commencer à travailler dans le privé, de rentrer en France et cetera, et si je le fais, et ben, c'est maintenant ou jamais, il faut que je parte voyager». Donc j'ai démissionné en fait de mon poste en Irlande, et je dois dire que j'ai aussi eu la chance de rencontrer, une amie avec qui du coup j'ai fait le voyage. C'est plus facile à 2 aussi, qui travaillait avec moi aussi à l'ambassade de France. On avait ce rêve en commun et on voyageait beaucoup déjà depuis, Dublin. On avait parcouru un peu toute l'Europe de l'Est. Plus on allait loin, plus on voulait aller loin. On n'avait jamais assez de temps pour, voir tout ce qu'on voulait voir. Donc on s'est dit: «Si on le fait pas maintenant, en fait, on le fera jamais». Et on avait vraiment envie, voilà, d'aller dans des pays comme l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, la Mongolie, le Tibet, des pays où je me disais: «Plus tard, ça sera difficile de l'organiser dans une vie de famille, une vie professionnelle». Et c'est pour ça qu'on a vraiment pris cette décision forte, mais qui finalement a été assez, facile parce qu'on en avait très envie toutes les 2. C'était le bon on s'est dit: «C'est le bon moment, il y a jamais de moment idéal, mais si on le fait pas maintenant, on le fera jamais». Et c'est, clairement une des plus belles expériences de ma vie. Ça a été un apprentissage extraordinaire, tant au niveau des cultures, des langues, des personnes que j'ai rencontrées, des façons de vivre. C'est formidable, et enfin, je le recommanderais vraiment à tout le monde. J'allais dire à tous les jeunes, mais pas forcément en fait. Il y a pas d'âge. C'est vraiment très enrichissant, et ça m'a façonnée aussi. Et je suis très heureuse de l'avoir faite, de l'avoir fait en plus avec la personne avec qui je l'ai fait, et c'est un très beau souvenir. Et après par contre, il fallait, revenir un peu. Donc c'est la tête dans les nuages, mais les pieds sur terre. Et les pieds sur terre, fallait revenir en France, reprendre ma carrière. Et pour la petite histoire, en fait, Clarins m'a appelé pour un poste quand j'étais en Bolivie. Donc j'ai passé mon entretien, sur une cabine téléphonique au bord de la route, au fin fond de la Bolivie. Et je me suis dit: «Bon, j'en ai bien profité, c'était formidable. Peut-être que là, il faut prendre une décision et rentrer». Et je suis rentrée, en fait, pour commencer ma carrière chez Clarins, ce que j'ai pas regretté non plus, évidemment. Mais voilà, c'est des moments de vie où il faut prendre des choix, définitifs. Il faut, enfin, pas définitifs, mais forts. Et faut oser dans un sens comme dans l'autre, et suivre son instinct, je pense, parce que on se pose toujours plein de questions. Il faut pas se poser trop de questions. Si on a envie, il faut y aller. Bien sûr. Est-ce que tu as justement, une anecdote à me raconter sur, ce tour du monde, un défi culturel que tu aies rencontré, pendant ce voyage? Je pense que la langue, on avait appris un peu les basiques du russe, parce qu'on allait quand même traverser, un peu toute la route de la soie, toute l'Asie, centrale, et sans parler un mot de russe, c'est quand même un vrai challenge. Et mais finalement, on s'en est bien sorti. On avait appris, alors j'ai tout oublié, mais on avait, quand même appris à compter, les phrases les plus importantes, pouvoir se débrouiller en étant 2 femmes, 2 jeunes femmes en plus, seules au milieu de l'Asie, centrale. Donc la plupart du temps, on pouvait pas comprendre la personne, donc on faisait des dessins, quelques mots, et on arrivait finalement à outrepasser ces défis culturels et linguistiques, par le sourire, par les dessins, par les gestes et cetera. Et ça, j'avais trouvé ça assez formidable, parce que sans parler la même langue, on arrivait à se faire inviter chez des gens, à partager des repas.
on montrait des photos de notre famille qu'on avait imprimées, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux et tout ça. Donc on avait emmené quelques photos imprimées, quelques cartes postales de Paris, la Tour Eiffel, et on avait toujours des moyens, en fait, d'exprimer des émotions, de partager un moment ensemble, sans parler la même langue du tout, ce qui était quand même assez incroyable. Cette expérience, comment elle t'a servi ensuite, dans ta carrière? Comment est-ce que les connaissances, le savoir-être que tu as appris les découvertes que tu as apprises durant ce tour du monde, comment elles t'ont ensuite permises de, développer ta carrière et de les réutiliser dans ta vie professionnelle? Déjà, je pense que ça m'a donné une vraie ouverture d'esprit, sur, tout le monde qui nous entoure, une curiosité qui m'a toujours aidée parce que je suis toujours curieuse de savoir ce qui se passe ailleurs, dans les autres pays, dans les autres langues, les autres cultures, et ça m'aide énormément aujourd'hui, même dans mon travail actuel, pour travailler avec des cultures extrêmement différentes. Donc de savoir m'adapter, d'écouter beaucoup, de comprendre, de regarder, observer, ça, c'est sûr que ça m'a aidée pour toute ma carrière. Et après, d'oser, de pas avoir peur, parce que c'est vrai que quand on n'a jamais été, même dans des pays qui nous semblent un peu lointains, tout le monde me disait: «Mais t'as pas peur? Mais vous avez pas eu de problème?» On n'a eu aucun problème, on a été hyper bien accueillis partout, c'était un voyage fantastique. Et après, dans ma carrière, parfois, j'ai eu l'occasion d'être envoyée dans des pays un peu incongru entre guillemets, surprenant, et j'étais très à l'aise en fait. J'étais très à l'aise parce que j'avais déjà beaucoup voyagé, été dans des situations, complètement, inhabituelles ou très surprenantes, et finalement ça m'a beaucoup aidée parce que dans mon travail, aujourd'hui on peut m'envoyer n'importe où dans le monde. Je sais que je serai à l'aise, je pourrai m'adapter, j'aurai les bons gestes, je saurai observer, les comportements, essayer d'avoir les bonnes réactions, de m'adapter à l'autre, d'être curieuse, et tous ces apprentissages, c'est beaucoup des soft skills en fait, mais que j'utilise tous les jours au quotidien, et je pense que ça m'a énormément aidée, et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles je voulais aussi que mes enfants vivent une expatriation à l'international, et si possible dans un pays très différent. Donc pour le coup, j'ai été gâtée avec l'Afrique du Sud. Culturellement, je veux dire culturellement différent, parce que je trouve que ça ouvre vraiment, les yeux sur, un monde plus vaste, et ça donne beaucoup, beaucoup de soft skills qui sont hyper utiles, dans le quotidien du travail. Ne serait-ce que l'agilité, l'adaptabilité, la curiosité, l'écoute, toutes ces qualités dont on a besoin, en fait, au quotidien. Est-ce que tu peux m'expliquer aujourd'hui ton poste, en Afrique du Sud et le périmètre rattaché à ce dernier? Je suis, CEO pour Clarins en Afrique du Sud. Ça couvre, l'Afrique du Sud, mais aussi les pays limitrophes. Donc c'est la Namibie, le Botswana, le Lesotho, l'Eswatini, qui est le nouveau nom de Swaziland. Tous les pays, en fait, autour de l'Afrique du Sud. Mais la majorité du business, je dirais, est concentrée quand même, en Afrique du Sud. On est une équipe au bureau, on est basé à Johannesburg, on a environ une soixantaine de personnes, majoritairement à Johannesburg, mais on a aussi quelques personnes au Cap et quelques personnes à Durban. Et on a environ 300 points de vente à travers le pays, et un site e-commerce en propre qui est aussi une partie importante de notre business. OK. Et justement, comment tu t'adaptes à la culture locale et comment est-ce que tu prends en compte ces différences culturelles dans ton management au quotidien? Alors pour le coup, on parlait tout à l'heure de défis culturels, majeurs. C'est sûr que le plus grand, défi culturel, de ma carrière et même de ma vie, c'est cette expatriation ici en Afrique du Sud. Je suis la seule Française, la seule Européenne, donc toute l'équipe, est, sud-africaine, et tu sais que l'Afrique du Sud, on dit souvent l'Afrique du Sud, la nation arc-en-ciel. Donc il y a énormément de cultures, une richesse culturelle extrêmement, variée. Il y a 11 langues officielles, dans l'équipe, tout le monde a des backgrounds différents, des cultures différentes entre, hem, les Sud-Africains blancs mais d'origine britannique, ou les Afrikaners, ou les Africains, on appelle, les Africains pardon, colored. And colored, en fait, c'est, il y a très longtemps, quand il y a eu, les les esclaves qui sont arrivés forcés en Afrique du Sud, et il y a eu des mélanges avec, soit les premiers, Africains, soit avec les colons blancs, soit avec des Malais musulmans. Donc il y a toute une variété de profils, c'est absolument passionnant. Il y a aussi, une communauté indienne très, très grande à Durban. Enfin, c'est vraiment, et ensuite même les Sud-Africains, noirs, en fait, ils sont très divers parce qu'il y a des centaines de langues et de tribus. Il y a les Zoulous, les Cochas, mais il y en a plein, plein, plein d'autres.
Et donc, ça fait vraiment un melting pot incroyable, très riche, mais aussi très, au début, pas facile à manager parce que beaucoup de profils différents. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à observer. Je pense que ça, c'est vraiment une clé majeure. Je suis pas arrivée en me disant, j'arrive de Paris, je sais mon job, on y va. J'ai vraiment pris le temps, heu, tranquillement de parler avec tout le monde, d'observer, de voir les comportements, comment chacun réagissait, à leur manager, à la façon dont on travaillait. J'ai beaucoup discuté avec tout le monde et je me suis adaptée aussi à leur façon de travailler. Il y a des différences importantes et c'est aussi à moi de m'adapter. Donc, je pense que j'ai fait preuve de beaucoup d'humilité, en fait, et ça, c'est souvent on a peur que ce soit une faiblesse, mais c'est pas du tout une faiblesse. Je pense que c'est, très important quand on dirige une équipe d'arriver, aussi, à se dire: «Bah, voilà, je sais pas, cette culture est nouvelle pour moi, aide-moi, comment je dois faire? Ou ce sujet, je le maîtrise pas, je suis pas une experte, est-ce que tu peux m'aider sur ce sujet?» Et ça, cette position, ça m'a beaucoup aidée, surtout dans les premiers mois, pour pouvoir m'adapter aux uns et aux autres. Et après, je me suis aperçue qu'il y avait des choses assez différentes. Alors, il y en a énormément, donc je peux pas tout nommer, mais par exemple, ici, la famille, c'est super important, mais vraiment, c'est très, très important. Et donc cet équilibre, vie de famille, vie professionnelle, ça prend une autre, vraiment une toute autre envergure. C'est-à-dire que très souvent, j'ai des personnes qui viennent dans mon bureau, mais pas forcément des mamans, ça peut être des papas aussi, qui me disent: «Bah, demain après-midi, mon fils va jouer au cricket, donc je vais aller le voir à 15 heures à tel endroit». Et c'est normal, parce que le plus important, en fait, c'est d'être là dans les moments importants. Et c'est vrai que moi, venant de Paris, au début, c'est un peu surprenant, ça tombe pas du tout. On se dit: «Bah, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est comme ça?» et cetera. Et finalement, je me suis beaucoup remis en cause aussi et je me suis aussi aperçue que quelque part, ils avaient raison et que bien évidemment, l'équilibre a toujours été important pour moi, mais la façon dont eux mettent en avant leur vie de famille, ou pas forcément leur vie de famille, ça peut être aussi le sport. C'est très sportif, donc ça prend une place importante dans les vies. Donc cet équilibre au global, et comment faire pour, qu'au bureau, on ait, l'épanouissement, des équipes, tout en étant performant. Et finalement, c'est un peu Mmh. cette direction-là qu'a pris, mon management ici, et qui m'a permis de m'adapter au profil des uns et des autres, et qui est super important. Mais il y a d'autres points aussi qui sont très différents. Par exemple, je me suis aperçue il y a un énorme respect de la hiérarchie, ce qui quelque part est positif, mais ça peut aussi poser des problèmes parce que ils vont pas oser dire qu'ils sont pas d'accord, ou ils vont pas oser remettre en cause, ou ils vont pas vraiment oser dire qu'ils ont fait une erreur. Et donc ça, c'est quand même un vrai problème. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à les accompagner sur cette partie-là, euh, pour ils libèrent la parole, se sentent en confiance, ils puissent parler. S'ils ont fait une erreur, qu'ils puissent dire qu'ils ont fait une erreur, et donc c'est pas grave, on va apprendre, on va reconstruire dessus. S'ils sont pas d'accord, mais s'il vous plaît, dites-moi que vous êtes pas d'accord, parce que si on est en train de faire une erreur, il faut qu'on le sache. Et vraiment, ça, c'est pas du tout naturel. Donc c'est vraiment une transformation managériale et culturelle hyper importante, et qui prend du temps. Mais en même temps, c'est passionnant. Donc il y a plein de choses comme ça. Il y a l'importance de la religion. Ça m'a fascinée. Ici, je trouve qu'il y a un melting pot de religions aussi, mais qui sont ultra respectées. Donc il y a vraiment la religion, c'est pas du tout un sujet tabou, c'est pas du tout un sujet de conflit, mais c'est quelque chose de très important. Donc aujourd'hui, on célèbre toutes les religions, par exemple. On fait toujours quelque chose de spécial pour célébrer les religions des uns et des autres. Et en septembre, il y a un jour férié qui s'appelle le Heritage Day, où c'est vraiment pour célébrer la culture de cette culture si riche et si diverse, où on organise toujours une journée au bureau où chacun vient avec ses habits traditionnels, sa nourriture, et où on parle justement de nos particularités, mais moi aussi, parce que finalement, je suis très différente culturellement du reste de l'équipe. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial au Portugal, en France, en plus de ma culture double, et pour eux dans leur pays. Et ça, c'est passionnant. Et le fait de se rendre compte que ça, c'est important pour eux et qu'il faut le reconnaître et qu'il faut prendre le temps de le dire. Voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai appris ici sur le terrain, et qui sont, enfin, je trouve qu'elles sont passionnantes, mais c'est vrai que
venant d'un milieu plus français, parisien, etc. C'est un changement radical et c'est probablement le plus grand défi culturel, mais le plus passionnant aussi. OK. Comment est-ce que tu fais pour libérer la parole opérationnellement? C'est quoi? C'est des meetings? Comment est-ce que tu procèdes? Alors c'est de, donner confiance. C'est vraiment que les équipes sachent que si elles se trompent, elles vont pas, être entre guillemets, j'allais dire «punies», c'est pas puni, mais elles vont voilà, évidemment, tout le monde doit prendre la responsabilité de toutes nos décisions, mais on va apprendre de ses erreurs. Donc ça nous est arrivé plein de fois, on fait des erreurs, on monte des campagnes, ça fonctionne pas aussi bien que prévu. Alors du coup, on fait des débriefs. Pourquoi est-ce que ça a pas bien fonctionné? Mais on le fait toujours de manière extrêmement positive, sans montrer du doigt telle ou telle personne. Et du coup, ils voient que, OK, telle personne s'est trompée, elle a testé quelque chose, ça a pas marché, c'est pas grave. On n'en a pas fait toute une histoire, on s'est assis autour de la table, on en a discuté de manière très transparente. J'essaie vraiment d'insister beaucoup sur la transparence parce que si on est transparent, ça veut dire qu'on peut identifier les problèmes et si on identifie les problèmes, ça veut dire qu'on peut les résoudre. Si on n'est pas transparent et on cache les informations, on saura jamais d'où vient la problématique et donc on ne pourra jamais la résoudre. Et donc ça prend beaucoup de temps. C'est vraiment un changement de mindset hyper important. Et ici, c'était vraiment une équipe qui, voilà, tout va bien, tout va toujours très bien, ils sont tous super sympas, ils veulent travailler, mais ils veulent pas dire qu'il y a des soucis, même par exemple, des soucis relationnels, ce qui peut arriver aussi. Et donc, j'ai passé vraiment beaucoup de temps avec chacune des équipes à parler, à écouter, à proposer des solutions. Et petit à petit, on sent et maintenant, il y a une vraie énergie dans l'équipe. Alors, c'est pas encore 100% parfait, mais ça sera jamais, c'est ça qui est génial aussi. Mais on sent vraiment que les équipes sont plus à l'aise de prendre la parole et aussi d'agir, de prendre des décisions parce qu'elles voient que voilà, elles jouent un rôle aussi important. Elles ont le droit de décider des choses, de prendre des décisions, de mettre en place des projets. Et puis parfois, c'est des super succès. Donc quand c'est des succès, on célèbre aussi ces succès-là. Et du coup, c'est une reconnaissance énorme pour les équipes. Et ça motive un petit peu tout le monde à se dire, bah tiens, moi aussi, peut-être que je pourrais essayer quelque chose dans mon périmètre. Et donc voilà, c'est en partageant les succès, en les célébrant ensemble, en mettant en avant ceux qui ont pris des risques et qui ont osé prendre des risques et qui ont réussi. Mais par contre, ceux qui ont pris des risques et qui n'ont pas réussi, bah, c'est se dire, apprenons tous ensemble de ces erreurs-là et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Mmh. Et petit à petit, les équipes prennent confiance et se sentent plus libres de s'exprimer et de tenter des choses. Parce que ça, c'est hyper important. Il faut vraiment qu'on arrive à faire des choses différentes, qu'on se remette en question et aussi de se remettre en question. Parce que c'était aussi beaucoup des équipes qui ont l'habitude de faire des choses et qui sont un petit peu dans une zone de confort et qui ont peur de se remettre en question et de faire différemment. Donc ça a été beaucoup de discussions aussi autour de, se poser les questions de pourquoi est-ce que je fais, ce que je fais en fait? Est-ce que ça fait toujours sens aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, dans l'environnement dans lequel je suis? Est-ce que je pourrais peut-être le faire différemment, le tester différemment? Et toute cette façon de penser, de se challenger qui était assez nouvelle, mais aussi qui est très addictive finalement parce que quand on commence à s'apercevoir qu'on peut changer les choses et avoir un impact et jouer un rôle positif au sein de l'organisation, c'est très motivant aussi pour les équipes. Là, tu viens d'évoquer la partie remise en question. Il y a quelques minutes, tu as évoqué, la la balance vie pro, vie perso. Est-ce que tu peux m'expliquer justement cette façon de travailler, sud-africaine et comment est-ce que toi, en tant que CEO Afrique du Sud, tu arrives à la relier, aux attentes du groupe Clarins en termes de performance aussi? Justement, pour moi, c'est vraiment trouver, l'équilibre entre, l'épanouissement personnel et la performance. C'est-à-dire que finalement, je suis, j'ai une dirigeante assez flexible, on va dire, en termes de, bah, voilà, la vie de famille, c'est hyper important et la mienne aussi d'ailleurs et ça a toujours été, je pense, une de mes plus grandes forces d'être, très heureuse dans ma vie de famille et du coup, quand je suis au bureau, je suis à 100%, mais quand je suis à la maison, je suis à 100%. Donc je suis très heureuse quand mes équipes le fassent aussi. D'ailleurs, qu'elles aient des enfants ou pas, que ce soit pour aller être avec leurs enfants ou aller faire du sport ou aller voir des amis ou autre chose. C'est hyper important d'avoir une vie sociale et familiale forte. Mais par contre, du coup, voilà, je crée des liens de confiance forts et je leur laisse un petit peu plus de liberté, d'autonomie, de prise de décision, de la gestion de leur temps de travail. Mais ce qui est important ensuite, c'est le délivrable. Donc par contre, je suis très exigeante
sur la qualité de ce qui va être délivré. Et je pense que c'est vraiment la balance entre l'épanouissement personnel et l'exigence professionnelle. Et si on arrive à être au plus près de ça, je pense que c'est là où on est vraiment le plus efficace parce que finalement, on a le temps pour faire ce qu'on aime avec nos amis, notre famille, etc. Quand on est au bureau ou ailleurs, ou à la maison, ou quand on a envie, quand c'est le moment de délivrer, on travaille, on fait du bon travail, on délivre des choses dans le respect des deadlines, etc. Et on délivre du bon travail. Et là, c'est ultra motivant pour tout le monde parce que mais par contre, si on délivre pas, donc là, évidemment, il faut agir parce que sinon le système fonctionne pas du tout. Donc c'est cette exigence aussi professionnelle qui est claire pour tout le monde et qui est hyper importante pour que ça puisse fonctionner. Tu l'évoquais, tu es rentré à Paris chez Clarins, tu as évolué, tu étais market manager, entre Mmh. 2013-2015, au niveau Afrique, Moyen-Orient. Tu es passée directrice marketing, sur les marchés émergents et les marchés export entre 2016-2017. 2017-2021, tu es directrice marketing, du groupe et puis tu viens prendre ce poste plus opérationnel en Afrique du Sud. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que justement, dans toutes ces années, sur mon dernier poste, où j'étais effectivement directrice marketing, pour l'Europe, donc j'étais au comité de direction de la marque à Paris et mon rôle, c'était vraiment un rôle d'accompagnement de mes marchés. C'est-à-dire que moi, j'avais toute l'expertise de la marque et la partie business aussi et j'accompagnais mes marchés pour développer la marque dans leur marché. Mais au bout d'un moment, j'avais envie de le faire moi-même, en fait. J'avais envie voilà, de me dire: «Bah, cette décision, je la prends pour mon marché, justement, j'assume les conséquences, je veux vraiment, gérer de A à Z, les équipes, les idées, la stratégie, ce que j'ai envie de faire» et j'avais commencé à avoir pas une frustration, mais vraiment une envie forte de me dire que tout ce que j'avais appris, en plus, dans tous ces pays, toute cette richesse, toutes ces best practices, tout ce qui avait été implémenté ailleurs, mes idées nouvelles, et cetera, j'avais très, très envie, de les mettre en place moi-même avec mon équipe, dans un pays. C'est comme ça que j'ai, démarché du coup, enfin, j'ai dit: «Voilà, je suis prête, j'ai envie maintenant vraiment de diriger ma filiale et de mettre, en pratique tout ce que j'ai appris toutes ces dernières années, mais que ce soit pas en accompagnement, que ce soit vraiment moi qui le fasse avec mes équipes». Et c'est comme ça que l'idée est venue et que j'étais en mobilité au début en Europe parce que, pour le job de mon mari, c'était plus simple, et puis finalement, il y a eu cette opportunité en Afrique du Sud. Mais souvent, comme souvent dans les histoires d'expatriation, cet équilibre, familial, professionnel, personnel, et cetera. Faut faire des compromis aussi, il faut arriver à prendre ses décisions, à oser, comme on disait tout à l'heure, parce que ça sera jamais parfait, ça sera pas jamais le moment super idéal, ça sera voilà, c'est toujours, et quand on m'a proposé, l'Afrique du Sud, pour moi, c'était un rêve, en plus que je connaissais déjà l'Afrique du Sud de par mon voyage, autour du monde, mais aussi des voyages pour le travail et je me disais: «Mais ce serait formidable pour moi, pour les enfants» et cetera. Pour mon mari, c'était plus compliqué parce que lui, ses vols partent tous de Paris mais D'accord. bon, le hasard faisait qu'il venait d'être, promu, commandant de bord sur long courrier, donc il avait un petit peu plus de flexibilité et en fait, il y a toujours des solutions avec des compromis et donc lui, il a négocié un temps partiel, donc il est 15 jours en France et il continue à faire ses vols et c'est son job et il est passionné et ensuite il vient en Afrique du Sud et quand il est là, il travaille pas, donc il a aussi du temps pour lui, pour le sport, pour les enfants et cetera, donc on a finalement inventé un équilibre qui n'existait pas et qui était pas du tout notre idée initiale et qui fonctionne super bien parce que finalement tout le monde s'y retrouve et c'est très riche pour tout le monde et donc je partage ça parce que souvent on entend voilà des personnes qui ont envie de s'expatrier et puis c'est jamais le bon pays, c'est pas le bon moment, voilà, on aura toujours on pourra toujours se dire que voilà, à un moment donné, je pense qu'il faut y aller et on trouve toujours des solutions et ça fonctionne toujours et je pense pas avoir, jamais rencontré quelqu'un qui ait regretté son expérience à l'international. Parce que c'est trop enrichissant, que ce soit pour les adultes, pour les enfants, pour tout le monde. C'est une telle, expérience tellement riche, on apprend tellement, hem, sur le pays, le métier, la culture, mais sur soi, sur tout. Je trouve que ça vaut, vraiment le coup. Il faut, à un moment donné, se jeter à l'eau. Bien sûr et justement, toi qui as énormément voyagé,
pour le professionnel, dans le cadre privé également. Si tu devais recommencer l'aventure aujourd'hui dans un autre pays, on enlève l'Afrique du Sud, tu partirais où? Je partirais n'importe où, moi. Partout. J'ai pas vraiment alors c'est ça qui est incroyable. Je crois que tu peux m'envoyer, dans n'importe quel pays et je pense que j'arriverai à me dire, voilà, c'est qu'est-ce que je peux en apprendre, qu'est-ce que je peux en ressortir? Ça va être une expérience incroyable. J'ai pas une idée de tu vois, l'Afrique du Sud, ça m'avait jamais traversé l'esprit. J'étais en mobilité pour l'Europe, donc on était quand Oui. même, loin, du fond. Et finalement, je me suis dit: «Mais c'est extraordinaire pour plein de raisons, parce que c'est un pays passionnant, parce que c'est aussi il y a beaucoup de la nature est extraordinaire, la culture, la diversité». Et du coup, j'ai trouvé plein de raisons où je me suis, dit que voilà, ça allait m'apporter énormément. Et j'ai un peu cette ouverture-là de me dire: «Bah, si demain, je dois partir, ailleurs, bah, ça j'apprendrai forcément». Après, c'est sûr que c'est toujours, quand on a après une famille, c'est toujours un équilibre, c'est pas si facile que ça. Je pourrais pas, je veux dire, techniquement ou partir n'importe où, de par aussi mon mari, son métier. C'est toujours un équilibre entre tout le monde et c'est, important que tout le monde soit heureux dans ce choix, même s'il y a des ajustements, même s'il y a, pas des sacrifices, mais des compromis à faire. Il faut quand même que ce soit un projet où tout le monde se dise: «Bah, tiens, ça pourrait être, une chouette expérience professionnelle et personnelle». Et c'est vrai que j'ai toujours eu la chance, d'avoir le soutien à fond, de mon mari, parce que c'est important, en fait, que lui aussi soit épanoui et que le projet lui plaise, que ça lui donne envie, et que les enfants aussi. Et donc à partir du moment où le projet, donne envie à ma famille, moi je suis partante. Où est-ce que tu veux OK. m'emmener? Très bien. Non, mais c'est intéressant de comprendre justement ces réflexions et le fait d'être ouvert finalement à une aventure, quelle qu'elle soit, Mmh. et de se dire que le plus important, c'est de se lancer et après, de ne pas forcément avoir trop d'attentes ou trop de Ouais. peur et voir et laisser les choses arriver, comme elles sont. Hem, Mmh. Est-ce que tu peux justement raconter un challenge assez un challenge situationnel insolite et marquant de ta carrière? Peut-être mon arrivée en Afrique du Sud. Parce que mon D'accord. arrivée en Afrique du Sud, faut se remettre, dans le contexte, c'était en plein Covid. Je suis arrivée, début, septembre, 2021. Donc, c'était les équipes étaient 100 en télétravail depuis plus d'un an. Parce qu'ici, ça avait été très, les règles avaient été, extrêmement strictes. Et donc ça veut dire que je suis arrivée en Afrique du Sud à mon bureau. En plus, à l'époque, on avait un bureau, immense, qu'on avait depuis très longtemps. Donc, on a déménagé depuis dans un bureau plus moderne, et cetera. Donc c'était une sorte de un immense bâtiment de 1 700 m², dans lequel j'étais toute seule, puisque tout le monde était D'accord. en télétravail. Donc c'était mon accueil en Afrique du Sud. C'était moi toute seule dans l'immense, bureau, sud-africain. Ensuite, mon mari est rentré en France pour son travail. Donc là, j'étais vraiment 100 toute seule avec mes enfants à gérer, la nouvelle école, mes équipes que j'avais pas l'occasion de rencontrer, physiquement. Donc, tout se faisait, via Teams. La plupart de nos points de vente étaient fermés puisqu'on était en plein Covid, et s'ils étaient ouverts, bah, il y avait pas de clients puisque les gens, étaient tous 100 encore, chez eux. Donc c'était vraiment un truc où je me disais: «Mais, par où commencer?» C'était vraiment un énorme, challenge. Et en plus de ça, avec les particularités de l'Afrique du Sud, donc ici, surtout à ce moment-là, ça s'est amélioré depuis, mais on avait ce qu'on appelle le load shedding, qui sont des coupures d'électricité, très Oui. importantes, qui peuvent aller jusqu'à 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour. Donc, pas d'électricité non plus à la maison. Et puis en plus on conduit à gauche, donc j'étais en fait, en termes de sortir de sa zone de confort, je pense que j'étais 100 hors confort. Il y avait aucun, repère, qui pouvait, m'aider, me rassurer, donc c'était un vrai challenge. Et en même temps, je pense que c'était une opportunité énorme parce que, ça m'a vraiment, permis de travailler, la résilience, de me dire: «Allez, voilà, c'est on» et de prendre du recul. Parce que si on commence à penser à tout ça, on se dit: «Ouh là là, mais comment je vais faire?» Et en fait, de prendre du recul par rapport à la situation et se dire: «Où est-ce que je peux avoir un impact, aussi petit soit-il?» Et de commencer, voilà, pas à pas, à se dire: «Bah, voilà, ça, peut-être on peut gérer ça, je vais faire des Teams, je vais, commencer à rencontrer
les personnes, essayer de comprendre la situation. Voilà, comment est-ce que je peux gérer petit à petit, au lieu de voir la vision globale de la situation qui semblait tellement catastrophique. En plus, on a eu Omicron, donc Oui. le variant du virus 2 mois après qui a fermé les frontières du pays. Donc après, mon mari était en France, il pouvait pas rentrer. On était bloqué en Afrique du Sud, personne ne pouvait voyager. Enfin, c'était quand même une situation assez dingue quand on y repense maintenant avec le recul. Et puis ça apprend plein de choses. Ça apprend à s'adapter, à être, comme je disais aussi tout à l'heure, ça apprend l'humilité, ça apprend la résistance, la résilience, et puis la prise de recul. Et ça permet finalement de se concentrer sur l'essentiel, d'être focus, et petit à petit, avec l'équipe, de reconstruire cette équipe et de regarder vers l'avenir et de mettre voilà, de créer notre plan de développement. Et aujourd'hui, la marque se porte très bien, les équipes, on est vraiment dans une super situation, dans une belle dynamique. Donc, c'est une belle histoire, en fait. Mais c'est vrai que quand je repense à, voilà, mes premières semaines, c'était un vrai défi à tous les niveaux. J'étais vraiment 100% en dehors de ma zone de confort. Et je pense que c'est pour ça que des fois, je me dis, je pourrais aller, maintenant, on peut m'envoyer dans n'importe quel pays ou n'importe quel environnement. Et pourquoi pas? Parce que même dans les situations les plus difficiles, on trouve, on trouve des challenges à résoudre. Et c'est ça qui est excitant aussi, c'est de se dire, bah voilà, comment est-ce qu'on peut sortir de là? Par où on commence? Quelle stratégie mettre en place? Quelles équipes, etc. Donc c'est aussi super intéressant, en fait. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Le meilleur conseil, alors je repense souvent lorsque c'était mon premier job à l'ambassade de France. On avait un leader, j'ai eu la chance d'avoir un leader extrêmement inspirant, parce qu'il était à la fois très intelligent mais très humain aussi, accessible et très proche des équipes. Et en fait, il me disait souvent, parce qu'il me l'a dit plus d'une fois, de rester fidèle à moi-même, à mes valeurs, et de me faire confiance. Et en fait, c'est tout simple. Mais quand à l'époque, j'avais une vingtaine d'années, je me faisais pas du tout confiance, parce que voilà, j'avais pas d'expérience, je savais pas ce que je valais sur le marché du travail, je savais pas ce que je voulais faire, etc. Et donc, ça m'avait toujours un petit peu perturbée dans le sens positif, qu'ils me fassent confiance et qu'ils me disent de me faire confiance. Et en fait, ce qu'il disait, c'était voilà, de faire confiance, pas seulement de te faire confiance à toi, mais aussi à ton travail, puisque si tu es consciencieuse, tu fais du bon travail, tu vas délivrer du bon travail, et donc ça va se savoir, et donc du coup, tu vas prendre plus de responsabilités, etc. Et c'est là où il disait, c'est important de rester soi-même, quoi, de pas essayer de ressembler aux autres qui sont différents, qui sont peut-être d'une autre école, d'une autre culture, d'un autre, ou que sais-je, qui ont plus d'expérience, plus de ceci, plus de cela. Toi, tu viens avec qui tu es, et c'est ça qui est intéressant, et avec tes valeurs fortes, tes valeurs de travail, de respect, de générosité. Et c'est ça, en fait, reste toi-même et travaille, délivre ton travail. Et en fait, ça, c'est exactement ce qui s'est passé, parce que finalement, je suis toujours restée exactement moi-même, ce que j'étais il y a 20 ans. Maintenant, j'ai les mêmes valeurs. Je garde cette balance vie privée, vie perso, vie pro, pardon, ça a toujours été hyper important pour moi. Et j'ai toujours dit, et je suis vraiment convaincue que c'est ce qui fait ma force, une de mes forces. Et du coup, je suis consciente que c'est important pour mes équipes aussi. Et j'ai toujours été, voilà, fidèle à ces valeurs-là qui sont les miennes et qui ont été très, très fortes dans mon éducation. Mais aussi la valeur du travail. Donc j'aime travailler, j'aime ce que je fais, j'aime faire délivrer des choses bien faites. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, l'exigence, c'est important aussi, parce que mais parce qu'on prend du plaisir, en fait, parce qu'on aime ce qu'on fait, que c'est intéressant, et du coup on veut faire mieux, différemment, plus, etc. Et donc être fidèle à toutes ces valeurs-là en restant soi-même et en apprenant à se faire confiance, parce que c'est pas facile. On n'arrive pas en général sur le marché du travail en se disant, voilà, je suis hyper confiant, je sais tout. Enfin, peut-être que ça arrive à certaines personnes. En tout cas, moi, c'était pas mon cas. Mais j'ai appris étape par étape à me faire confiance, c'est-à-dire à chaque job me dire, bah, je vais faire mon maximum. Voilà, je vais vraiment délivrer tout ce que je peux délivrer, faire le mieux que je peux, rester moi-même. Et en général, ben voilà, comme tu fais de ton mieux, tu fais du bon travail, et ben les équipes le savent, les management le sait, et du coup on se dit, bah pourquoi est-ce que tu ferais pas un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et c'est comme ça qu'une carrière se construit finalement.
Et j'ai trouvé que c'était un conseil très simple, mais très fort et qui m'a toujours drivé dans ma carrière. Oui, être dans l'action et pas uniquement de dire les choses, mais les faire, être proactif et être en adéquation avec ce qu'on est, son système de valeurs et son éducation. Ouais. Ouais, c'est Ok. hyper important. Est-ce que tu as une citation ou une maxime qui t'accompagne dans ta vie de voyageuse? Non, alors souvent on me demande ça, j'essaie de réfléchir à ça, c'est pas facile et j'ai ce qui est je pense que ce qui m'accompagne vraiment, on en a déjà beaucoup parlé, donc je sais pas, c'est vraiment l'harmonie avec soi-même. Je pense que ça, c'est le plus important et c'est un peu, l'histoire de tout ce que je fais, c'est-à-dire être en harmonie avec mes décisions. Et c'est un peu le gut feeling, quoi. C'est on n'est jamais, on n'a jamais la certitude de prendre les bonnes décisions, mais si on sent que c'est la bonne décision, et ben c'est la bonne décision. Il faut suivre son intuition à partir du moment où on se sent aligné avec soi-même, avec ses valeurs. Et dans mon cas, c'est tout l'équilibre de ma vie avec ma famille qui a vraiment un rôle hyper important dans ce que je suis aujourd'hui, mais mon travail aussi. Et je suis hyper à l'aise de le dire parce qu'en plus, quand on est une femme, parfois on a l'impression qu'il faut faire un choix entre les deux, ce qui est pas du tout le cas. Je dis pas que ce soit facile, mais on peut décider de faire les deux en fait. Et si on décide de faire les deux et de protéger euh, l'espace privé, familial, et de trouver du temps de qualité pour ça, être vraiment dans l'instant et dans le présent quand on est avec sa famille ou ses amis, et quand on est au travail, vraiment être 100% dans le travail parce qu'on adore ça. Moi, j'adore mon job et j'ai pas du tout envie d'arrêter de travailler. Donc, ce job-là m'apporte plein de choses. Je suis hyper contente, mais c'est l'harmonie entre les deux. Et le temps pour soi, pour moi, c'est le sport. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être autre chose. Donc, tous les matins, je me réserve du temps pour moi, pour faire du sport et pour arriver au bureau en pleine forme, l'esprit clair, pas stressée, prête pour toutes les aventures que je vais rencontrer dans la journée. Donc, c'est cette harmonie-là, c'est vraiment mon outil quoi de vie, ma ligne de vie, ma ligne de conduite. Et c'est ce qui m'a guidée jusqu'où je suis aujourd'hui. Mais si je devais donner une citation, comme je suis dans le pays de Nelson Mandela, je vais quand même pas finir l'échange sans citer Nelson Mandela. Donc je dirais que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Ça, c'est une citation de Nelson Mandela que j'aime beaucoup. Et je pense qu'il est très aligné avec la discussion qu'on vient d'avoir aujourd'hui. Oui, je comprends tout à fait, ça me parle. Et très belle citation de Nelson Mandela. Est-ce que tu peux me recommander une personne pour un nouvel épisode de ce podcast? Alors oui, je peux te recommander une personne et pour l'anecdote, mais c'est pas pour ça que je propose cette personne, mais c'était ma partenaire de voyage autour du monde et à travers tous ces pays, qui aujourd'hui est Super. la directrice générale d'Apex Agri. Et Apex Agri, en fait, c'est D'accord. un cabinet de conseil spécialisé dans le développement des filières agricoles durables. Donc c'est un environnement que je trouve passionnant, et à chaque fois qu'on a des discussions, c'est très très éloigné de ce que moi je fais, mais je trouve que c'est un thème d'actualité et hyper intéressant. Et donc, et elle habite à Porto, donc je me suis dit que ça pourrait être un échange intéressant et très différent du mien. Ok, super. Bah, avec plaisir pour échanger avec elle et avoir également sa vision du tour du monde. Voilà. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter, Isabelle? Sur LinkedIn, alors sur LinkedIn, il y a toutes mes coordonnées, et avec grand plaisir, et je suis assez facile de me suivre sur LinkedIn. Ok, super. Bah, je mettrai le lien de ton profil dans le descriptif de l'épisode. Merci beaucoup pour ton temps. Ça a été une discussion enrichissante et un plaisir d'échanger avec toi sur ton tour du monde et la façon dont tu as construit ta carrière et dont tu continues de la construire chez Clarins. Merci à toi, c'était un super moment et j'ai vraiment adoré échanger avec toi. Et merci pour tous ces échanges, parce que j'ai écouté plein d'autres échanges et moi aussi je les ai trouvés super enrichissants. Donc je vais continuer à écouter les échanges à venir. Merci encore. Merci. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.